On a toujours raté les rendez-vous olympiques. En 96 à Atlanta, on finit 4e. En 2000 à Sydney, on perd en quart de finale, je crois. Nicolas Karabatic, figure emblématique du handball français, porte en lui l'empreinte des plus grandes victoires, mais aussi celle d'un homme qui n'a jamais craint d'affirmer ce qu'il pense, même sur des sujets que le monde du sport préférait longtemps taire. Triple champion olympique, véritable artisan des plus beaux exploits tricolores, il s'est exprimé un jour avec une sincérité désarmante sur l'homosexualité, balayant d'un revers de main les préjugés et les rumeurs qui l'entouraient. Alors qu'il savourait sa jeunesse et la gloire qui l'accompagnait, certains avaient cru pouvoir l'atteindre en raillant un photoshoot dénudé, en insinuant ce qu'il n'était pas. Lui, avec le calme des champions et un sourire franc, répondit qu'il n'avait aucun problème avec l'homosexualité et que chacun pouvait penser ce qu'il voulait, car cela ne changeait rien à ce qu'il était, ni à ce qu'il accomplissait sur le terrain. Derrière l'athlète hors norme se dévoile un homme lucide, qui sait que la force véritable n'est pas seulement celle qui s'exprime dans les muscles et les trophées, mais dans la capacité à rester soi-même face au jugement. Cette parole, simple et directe, tranche avec le silence qui entoure encore trop souvent ces questions dans le sport et fait écho aux rares voix comme celle d'Antoine Griezmann, qui avouait lui aussi que le monde des vestiaires se nourrit d'apparence, de peur du qu'en dira-t-on, de cette façade de dureté derrière laquelle tant hésitent à se révéler. Chez Karabatic, aucune posture, aucun calcul, seulement l'élégance d'un champion qui regarde sa carrière avec fierté, conscient d'avoir laissé une trace indélébile non seulement par ses exploits, mais aussi par cette façon d'incarner un dépassement de soi qui va bien au-delà des terrains et qui touche à l'humain, à cette vérité qu'on ne triche pas avec soi-même, même quand les projecteurs se braquent et que les voix critiques grondent. On aurait cru que Nicolas Karabatic, avec son visage calme et son sourire sûr de lui, vivait une carrière sans faille, tracée comme une ligne droite vers la gloire. Mais derrière l'armure du champion se cachent des zones d'ombre que peu ont osé effleurer. Ce n'est pas l'image du héros infaillible qui intrigue, mais celle de l'homme qui, dans le silence des vestiaires vides ou au cœur des nuits blanches d'après-match, affrontait des démons plus tenaces que n'importe quel adversaire sur le terrain. Il y eut ces moments d'abattement absolu, lorsque la lumière des projecteurs s'éteignait et que le vacarme des tribunes laissait place à un silence presque insupportable, des instants où la gloire ne pesait rien face aux doutes rongeurs, à la peur de n'être qu'un nom inscrit dans les journaux, voué à disparaître dès le prochain prodige venu occuper les unes. Des proches racontent qu'il pouvait rester des heures seul, fixant un point invisible, comme s'il cherchait à percer un secret enfoui au plus profond de lui-même, et personne n'osait interrompre ce face-à-face avec ses propres pensées. Certains souvenirs, jalousement gardés, laissent deviner une fragilité inattendue. Ce soir où, après une victoire éclatante, il refusa toute fête, préférant marcher seul dans les rues désertes jusqu'au lever du jour, comme si la conquête d'un titre ne suffisait plus à combler le vide intérieur. Des rumeurs ont couru sur des décisions soudaines, des absences inexpliquées, des messages restés sans réponse, laissant derrière lui un parfum de mystère que ni les journalistes ni les supporters n'ont jamais pu percer. Était-ce la fatigue, la pression insoutenable, ou ce besoin vital de se retrouver face à soi-même, loin de l'image lisse qu'on voulait coller sur son front? Son regard, parfois perdu au milieu d'une conférence de presse, trahissait des combats intimes qu'aucune médaille ne pouvait apaiser. Il y eut aussi des amitiés brisées, des trahisons sourdes, des décisions prises dans l'urgence, comme ce départ précipité d'un hôtel, sans prévenir personne, laissant coéquipiers et staff dans l'incompréhension totale. Certains murmurent que dans ces instants-là, il disparaissait pour se rendre auprès d'une personne chère, ou pour fuir une situation trop lourde, mais rien n'a jamais filtré, sinon l'impression d'un homme partagé entre deux mondes, celui des terrains où il brillait et celui, plus secret, où il se débattait avec ses vérités les plus crues. Ce n'était pas un simple champion, mais un funambule avançant sur un fil tendu entre la lumière et l'ombre, refusant de se laisser enfermer dans le rôle du héros parfait qu'on voulait lui imposer, préférant affronter ses contradictions et ses blessures, quitte à choquer ceux qui ne voyaient en lui qu'un athlète invincible. Il y eut des nuits où Nicolas Karabatic se demandait s'il avait choisi sa vie, ou si c'était la vie qu'il avait choisie. Des nuits où les coupes brillantes, rangées dans le salon, n'étaient que des morceaux de métal froid, incapables de réchauffer une âme en proie au doute. On le croyait invincible,
Mais il y avait ces instants secrets où le géant du handball, triple champion olympique, se sentait minuscule, presque transparent, comme si le regard du monde ne le voyait plus. Ceux qui l'ont croisé en dehors des terrains parlent d'un homme qui portait un masque si bien ajusté qu'il fallait un œil averti pour remarquer les fissures, des silences lourds qui en disaient de plus long que ses interviews maîtrisées, des gestes simples, une main crispée sur un verre, un regard fuyant qui trahissait une tension profonde. Les années de gloire ne l'ont pas épargné, car la gloire est une amante exigeante qui ne dort jamais. Elle réclame qu'on se dépasse sans cesse et, quand on faiblit, elle retire brutalement ses caresses pour vous laisser nus face à vous-même. Dans le cœur de Nicolas, il y avait cette peur sourde, celle de devenir une statue vivante, figée dans une légende qui ne correspondait plus à la personne qu'il était réellement. Les journalistes l'interrogeaient sur ses trophées, sur ses records, mais jamais sur ce qu'il perdait à chaque victoire, sur ces morceaux de lui-même qu'il abandonnait au bord du chemin comme des pierres trop lourdes à porter. Des souvenirs intimes ressurgissent parfois, des images fugaces qui n'ont jamais franchi les murs des vestiaires. Un cri de rage étouffé dans une salle d'entraînement vide, une bouteille jetée contre un mur, des larmes essuyées à la hâte avant qu'un coéquipier n'entre. On l'a vu sourire sur les podiums. Mais qui savait qu'à peine la médaille passée autour du cou, il rêvait déjà de fuir, loin des flashs, d'échapper à ce rôle de héros qu'il n'avait jamais demandé. Il y eut ce soir, raconté à voix basse par un membre du staff, où après un match d'anthologie, il a quitté l'arène sans un mot, traversant la ville à pied sous la pluie, trempé, anonyme, presque heureux de n'être reconnu par personne. Ces disparitions soudaines n'étaient pas des caprices, mais des respirations vitales, des tentatives désespérées, pour retrouver un peu de soi dans un univers qui exigeait qu'il soit toujours plus qu'humain. Et puis il y avait ces choix mystérieux, ces départs inattendus d'un club pour un autre, ces blessures qui semblaient survenir comme par enchantement, laissant planer le doute sur leur réalité. Certains murmuraient qu'ils se blessaient moins au corps qu'à l'âme, que ces arrêts forcés étaient des refuges déguisés, des parenthèses arrachées à un calendrier impitoyable. Les confidences recueillies auprès d'anciens proches dessinent le portrait d'un homme tiraillé, capable de rire aux éclats quelques minutes, avant de s'enfermer seul pendant des heures, comme happé par une mélancolie profonde. Il n'y a pas de plus grand vertige que celui de se demander si tout ce que l'on a bâti repose sur un vide. Nicolas savait qu'il marquait l'histoire, mais il savait aussi que l'histoire oublie vite, et qu'une gloire trop éclatante peut brûler celui qui la porte. Ce que personne n'osait dire, c'est qu'au sommet le vent souffle plus fort, le froid est plus vif, et la solitude plus dense. Il lui arrivait de relire des messages d'amis perdus, des mots d'amour fanés, de regarder des photos jaunies où il n'était pas encore ce géant adulé, mais juste un garçon qui rêvait naïvement de jouer avec un ballon sans penser à la légende. Parfois, au cœur de ses insomnies, il se demandait s'il aurait eu le courage de tout arrêter plus tôt, de dire non quand tout le monde attendait qu'il dise oui, de refuser la prochaine médaille, le prochain contrat, le prochain titre, pour retrouver simplement le goût de vivre. Ceux qui l'ont approché ont senti cette contradiction brûlante. Un homme à la fois fier et fatigué, lucide sur ses forces, mais hanté par ce qu'il devait sacrifier pour rester au sommet. Derrière les portes closes, il écrivait quelques lignes dans un carnet qu'il n'a jamais montré à personne, des mots raturés où transparaissaient ses colères, ses blessures, ses rêves inavouables, peut-être même ses regrets. Dans ces pages muettes se devine une vérité que ni les interviews ni les documentaires ne capturent. Nicolas Karabatic n'a jamais été seulement un champion. Il a été un homme en quête de lui-même, un homme qui, sous les applaudissements, cherchait encore ce qu'il voulait vraiment. Un homme qui, dans le silence, après la tempête, mesurait le prix de chaque victoire et se demandait s'il n'avait pas perdu plus qu'il n'avait gagné. Autour de Nicolas Karabatic, le monde du sport évoluait comme une machine gigantesque, indifférente aux fragilités humaines, une machine qui avale les destins et les recrache polis, façonnés pour briller devant les caméras. Dans les tribunes, on scandait son nom comme s'il était une incarnation du rêve français, mais derrière les rideaux des vestiaires, il voyait l'envers du décor, la solitude des prodiges usés trop tôt, les visages fermés de ceux qu'on oublie dès qu'ils ne marquent plus, les carrières brisées par une blessure, un scandale ou simplement par l'usure du temps. Il voyait des coéquipiers se taire quand ils auraient voulu crier, dissimuler leur fatigue, leurs blessures ou leurs angoisses
par peur de perdre leur place. Car dans cet univers, avouer sa faiblesse revient souvent à signer sa fin. Karabatic, lui, observait tout, et ses visions restaient gravées en lui, nourrissant son sentiment qu'il évoluait dans un monde où la gloire n'était jamais gratuite. L'argent coulait à flot, les sponsors se pressaient, mais il savait que ce pacte avait un prix. Chaque sourire devait être impeccable, chaque mot soigneusement pesé, chaque geste surveillé. Autour de lui, les dirigeants tracèrent des plans froids, échangèrent les joueurs comme des pions, et la presse guettait le moindre faux pas pour en faire une affaire nationale. Il y eut des moments où Nicolas sentit le poids de cette hypocrisie, comme lorsque certains clubs se vantaient de défendre des valeurs humaines tout en pressant leurs athlètes jusqu'à l'épuisement, ou lorsque les médias feignaient l'indignation devant un scandale qu'ils avaient eux-mêmes attisé en silence. Ce climat, tendu et implacable, fit naître en lui une méfiance profonde. Il n'accordait plus facilement sa confiance. Il choisissait ses mots avec une précision chirurgicale, non par peur mais par lucidité, car il avait vu de trop près comment un mot de travers peut devenir une arme entre de mauvaises mains. Et pourtant, derrière cette carapace, il restait un homme sensible, troublé par les injustices, révolté de voir certains talents sacrifiés pour des raisons politiques ou financières. Il savait que le sport qu'il aimait tant n'était pas ce sanctuaire pur et noble que l'on montre aux enfants, mais un théâtre où les coulisses sentent parfois la sueur, l'argent et la trahison. Il avait vu des jeunes joueurs brisés parce qu'ils ne correspondaient pas aux standards imposés, d'autres écartés parce qu'ils avaient osé s'affirmer, d'autres encore poussés vers des choix destructeurs juste pour tenir le rythme effréné des compétitions. Parfois, après un match, Nicolas croisait ses regards vides dans les couloirs, des regards de champion en apparence radieux, mais intérieurement dévastés, et il savait qu'il aurait pu être l'un d'eux. Cette conscience l'habitait comme une ombre, et c'est peut-être ce qui lui donna cette intensité particulière sur le terrain. Cette rage de vaincre qui n'était pas seulement tournée vers l'adversaire, mais contre tout un système prêt à broyer ceux qui faiblissent. Il y avait des soirées officielles, des réceptions mondaines, où il se tenait droit, costume impeccable, sourire étudié, mais au fond de lui, il sentait une étrange lassitude, comme si chaque toast porté à sa santé sonnait faux, comme si chaque félicitation creusait un peu plus le fossé entre l'image publique et l'homme réel. Des politiciens venaient se prendre en photo à ses côtés. Des dirigeants du sport lui serraient la main avec chaleur, mais il savait que derrière ces gestes se cachait une attente, qu'il continue à être parfait, qu'il continue à gagner, qu'il ne montre jamais ses failles. Cette pression sourde, constante, formait une prison dorée où même le plus grand des champions pouvait suffoquer. Et dans ce contexte, ses prises de parole sincères sur des sujets sensibles prenaient un relief particulier. Il osait dire ce que d'autres taisaient, il osait rappeler que derrière les muscles et les médailles se cache un être humain. Cette lucidité n'était pas toujours bien accueillie. Certains dirigeants préféraient qu'il reste silencieux, que son image demeure lisse et rentable, mais Nicolas n'a jamais été de ceux qui baissent les yeux. Dans ses silences, comme dans ses mots, on devinait la même chose, une volonté farouche de rester maître de lui-même, de ne pas se laisser transformer en simple produit, même si cela signifiait se heurter à des forces plus grandes que lui. Le sport, tel qu'il l'a vécu, n'était pas qu'un terrain de jeu. C'était une arène moderne où l'homme se mesure à l'homme, mais aussi à des intérêts immenses, où l'exploit se monnaie et où la vérité dérange. Et au milieu de ce tumulte, Karabatic avançait, parfois seul, parfois incompris, refusant de céder sur l'essentiel, sa liberté intérieure. Il y eut un moment où l'ombre devint plus lourde que la lumière, un moment où les murmures dépassèrent les acclamations, et Nicolas Karabatic sentit que la terre sous ses pieds n'était plus aussi stable qu'avant. Des affaires éclatèrent, des rumeurs enflèrent, non pas sur son talent, incontestable, mais sur ce qui se tramait loin des terrains, dans ces coulisses où se mêlaient ambitions personnelles, enjeux financiers et manœuvres politiques. Le public, habitué à le voir comme un héros irréprochable, découvrit soudain qu'il était aussi vulnérable aux soupçons qu'un homme ordinaire, et cette brusque désillusion pesa lourd sur ses épaules. L'affaire des paris autour d'un match de championnat fit basculer son existence comme un orage inattendu. Il se retrouva face à une machine judiciaire et médiatique qui ne cherchait plus seulement la vérité, mais un symbole à abattre. On ne jugeait plus seulement l'athlète, on jugeait l'homme, on scrutait sa vie privée, on disséquait ses relations, on traquait le moindre signe d'un faux pas.
Dans les rues, des inconnus qu'il ne connaissait pas se permettaient des regards accusateurs, et cette défiance le transperçait plus sûrement que n'importe quel coup reçu sur le terrain. Il découvrit la violence froide de la suspicion collective, ce poison lent qui fait douter même les plus solides. Ceux qui l'avaient applaudi la veille et s'hésitaient à prononcer son nom le lendemain, comme si une ombre souillait désormais son image, et cette volte-face brutale lui révéla à quel point la gloire est fragile, à quel point elle ne repose sur rien d'autre qu'un fil tendu au-dessus du vide. Mais derrière le scandale et la tempête médiatique, ce que l'on ne vit pas, ce furent tous les longues heures de silence dans un appartement trop grand, les discussions tendues avec ses proches, les visages inquiets de ceux qui partageaient sa vie et qui ne savaient plus comment le consoler. Il y eut des nuits sans sommeil, passées à tourner en rond, à se demander si l'on n'a pas donné sa jeunesse entière pour un monde prêt à vous jeter en pâture au premier prétexte. Il y eut des colères maintenant froides, des envies de tout abandonner, de quitter ce sport qu'il avait tant aimé mais qui, à cet instant, semblait l'étrangler. Des amis s'éloignèrent, d'autres prirent des risques en le soutenant publiquement, mais Nicolas comprit alors la véritable solitude du champion, celle de devoir affronter seul l'orage, même quand les tribunes sont pleines. Dans le vestiaire, certains coéquipiers détournaient le regard, non par jugement, mais par peur d'être associé à une affaire qu'ils ne comprenaient pas. Et lui, dans ce silence pesant, se promit qu'il ne plierait pas, qu'il continuerait à avancer même si chaque pas semblait s'enfoncer un peu plus dans la boue. Cette épreuve transforma son regard sur le sport et sur les hommes qui l'entouraient. Il vit clairement qu'il aimait vraiment, qu'il le respectait pour ce qu'il était, et qui n'était là que pour partager la lumière tant qu'elle brillait. Il y eut un jour, bien loin des caméras, où il se rendit seul dans un gymnase désert, un de ces lieux où il s'était entraîné enfant, et là, loin du vacarme du monde, il reprit un ballon, simplement pour sentir à nouveau la joie pure du jeu, sans enjeu, sans sponsor, sans pression. Ce moment, personne ne le racontera jamais dans les journaux, mais c'est peut-être là qu'il retrouva un fragment de lui-même, ce garçon, qui aimait courir et lancer, sans penser au titre, sans imaginer que sa vie deviendrait un roman public. Dans les semaines qui suivirent, il décida de se taire, de ne pas répondre à toutes les attaques, de laisser le tumulte passer comme passe une tempête. Mais ce silence, loin d'être une fuite, était une forme de résistance. Il refusait de se justifier à chaque rumeur. Il refusait que le vacarme médiatique lui dicte ses mots. Cette maîtrise fit enrager certains commentateurs, mais elle força le respect de ceux qui comprenaient que la vraie force n'est pas seulement dans les muscles, mais dans la capacité à ne pas céder à la haine. Et quand enfin l'orage s'éloigna, quand le temps fit taire les voix les plus violentes, Nicolas sortit de cette épreuve plus lucide, plus dure aussi, mais toujours debout. Il savait désormais que la gloire n'était qu'une illusion fragile, que l'amour du public pouvait se transformer en suspicion du jour au lendemain, mais il avait choisi de continuer, non pas pour eux, mais pour lui-même, parce que le handball n'était pas seulement un métier, c'était sa respiration, son langage intime, la seule chose qui depuis l'enfance avait toujours eu un sens. Ceux qui le virent revenir sur le terrain après cette tempête furent frappés par son regard. Plus concentré, plus sombre peut-être, mais brûlant d'une intensité nouvelle, celle d'un homme qui a vu la face cachée du monde et qui refuse de s'y perdre. Après l'orage, il découvrit un monde qu'il croyait connaître, mais qu'il n'avait jamais vraiment regardé en face. Le handball n'était plus seulement ce terrain de jeu qu'il avait arpenté enfant avec des yeux brillants d'innocence. C'était devenu un échiquier où les pièces bougeaient sans état d'âme, où l'on sacrifiait parfois les hommes pour sauver l'image d'un club, d'une fédération ou d'un sponsor. Nicolas, lui, n'acceptait plus de fermer les yeux. Il voyait ses réunions feutrées, ses décisions prises derrière des portes closes, ses carrières de brisées pour protéger des intérêts plus grands que le sport lui-même. Il voyait ces jeunes talents qu'on chargeait trop tôt de responsabilités écrasantes, qu'on jetait dans l'arène avec l'étiquette de prodige, puis qu'on laissait tomber dès qu'ils commettaient un faux pas. Lui-même avait été ce prodige, mais il avait eu la force et l'expérience pour survivre. Les autres, plus fragiles, sombraient dans l'anonymat ou dans la dépression, et cette injustice le rongeait. Dans son cœur, une colère froide grandissait, pas celle qui fait perdre le contrôle, mais celle qui rend lucide et impitoyable. Il ne supportait plus les discours officiels vantant l'esprit d'équipe et le respect humain, alors qu'il voyait, dans les coulisses, des athlètes traités comme des marchandises qu'on achète et qu'on revend.
Dans les vestiaires, il observait les regards des jeunes joueurs, mélange d'admiration et de peur. Et il se revoyait à leur place, à l'époque où il croyait encore que le talent suffirait pour s'imposer. Il savait désormais que le talent n'était rien sans la force mentale de résister aux manipulations, aux pressions invisibles, à la froideur d'un système qui exige toujours plus et ne pardonne jamais. Il se surprenait à réfléchir non plus seulement à sa propre carrière, mais à l'avenir du sport tout entier, à cette spirale infernale qui transforme les passions en industrie, les rêves en contrats, les hommes en silhouette, sur des affiches publicitaires, Il se demandait combien d'athlètes avaient renoncé à être eux-mêmes pour plaire à un sponsor, combien s'étaient tus pour ne pas perdre un contrat, combien avaient accepté des décisions injustes juste pour rester dans la lumière. Et au milieu de ces réflexions sombres, il sentait une fracture intérieure. Continuer à jouer signifiait accepter ce monde tel qu'il était, mais se taire revenait à trahir l'enfant qu'il avait été, celui qui croyait que le sport était pur et juste. Alors, sur le terrain, il mettait une intensité presque sauvage dans chaque match, non pour les titres ou la reconnaissance, mais pour se rappeler pourquoi il était là. Pour le jeu, pour l'amour de ce ballon qui roulait sur le parquet, pour cette sensation unique quand l'arène vibrait au rythme de ses passes et de ses tirs. Hors du terrain, son regard se durcissait. Il ne répondait plus aux journalistes avec les mêmes phrases polies. Il laissait parfois glisser des vérités crues, comme pour tester jusqu'où il pouvait aller sans être réduit au silence. Certains le trouvaient plus distant, moins accessible, mais ceux qui le connaissaient savaient qu'il n'avait jamais été aussi sincère. Il parlait moins, mais chaque mot pesait, chaque silence en disait plus long qu'un discours. Il s'était affranchi des illusions. Il ne jouait plus pour plaire, il jouait pour exister, pour se prouver à lui-même qu'il n'était pas qu'une image fabriquée par le système. Et dans les gradins, ceux qui avaient cru le connaître commençaient à voir autre chose qu'un simple champion. Un homme en lutte, non plus seulement contre ses adversaires, mais contre un monde qui voulait le façonner à son image. Dans la solitude des nuits d'hôtel, loin des projecteurs, Nicolas retrouvait un silence presque assourdissant. Ce n'était pas le silence apaisé qu'il avait connu autrefois, après un match gagné, lorsque la fatigue se mêlait à la satisfaction, mais un vide qui pesait sur sa poitrine, comme si la gloire avait aspiré l'air qu'il respirait. Les appels de sa famille devenaient plus rares, non pas qu'il les aimait moins, mais parce qu'il craignait leurs questions simples, celles auxquelles il ne pouvait plus répondre avec honnêteté. Quand sa mère lui demandait s'il allait bien, il répondait oui, machinalement, tout en sentant la faille grandir à l'intérieur. Son frère Lucas, toujours fidèle, voyait bien que quelque chose avait changé. Sur le parquet, Nicolas restait un roc, mais une fois la porte du vestiaire refermée, il s'enfermait dans un mutisme presque inquiétant. Les plaisanteries d'équipe glissaient sur lui sans effet, et ses coéquipiers évitaient désormais de lui parler des scandales passés, par crainte de raviver la blessure. Il passait des heures à relire les messages de soutien qu'il avait reçus au plus fort de la tempête. Des milliers de mots, d'encouragement, certains sincères, d'autres intéressés. Mais ce qui le troublait le plus, ce n'était pas la haine de ses détracteurs. Il s'y était attendu. C'était l'indifférence feutrée de ceux qui avaient juré de le défendre et qui, soudain, s'étaient tus lorsque le vent avait tourné. Il avait compris que le vrai pouvoir n'était pas dans les mains des athlètes, ni même dans celles des entraîneurs, mais ailleurs, invisible et froid. Cette révélation avait changé sa manière de regarder le monde. Il se mit à observer la société autour de lui, le culte du succès rapide, l'obsession de l'image parfaite, la peur panique de l'échec. Tout ce qu'il voyait dans le sport n'était qu'un miroir grossissant de ce qui gangrenait la vie publique. On ne pardonnait rien, on consommait les héros comme des produits, et quand ils cessaient d'être utiles, on les jetait sans remords. Un soir, après un match à guichette fermée, il resta longtemps, seul dans les vestiaires, assis sur un banc, le regard perdu. La sueur séchait sur sa peau, mais il ne sentait ni la fatigue ni la victoire. Il se demanda si le garçon de 12 ans qu'il avait été, celui qui rêvait de jouer pour le simple plaisir, reconnaîtrait l'homme qu'il était devenu. Et la réponse le frappa comme un uppercut. Non. Cet enfant ne comprendrait pas pourquoi son idole avait dû apprendre à mentir pour survivre, pourquoi il avait dû sourire en public alors que son cœur hurlait en privé, pourquoi il avait dû s'endurcir au point de ne plus ressentir la joie pure du jeu. Pourtant, malgré ce désenchantement, il sentait naître en lui une force nouvelle, presque dangereuse. Il n'avait plus peur de perdre ce que d'autres appelaient le prestige.
Il n'avait plus besoin d'être aimé de tous. Ce détachement le rendait plus imprévisible, plus libre. Il commença à parler ouvertement de la pression financière qui déformait le sport, des coulisses où l'on décidait du sort des joueurs, comme on déplace des chiffres sur un tableau Excel. Ses paroles dérangeaient. Certains dirigeants le considéraient comme ingérable, d'autres cherchaient à le récupérer en le présentant comme un modèle de franchise, une ironie qui ne lui échappait pas. Mais lui, désormais, ne jouait plus qu'une seule partition, la sienne. Et c'est peut-être là que réside la véritable victoire de Nicolas Karabatic, avoir traversé l'orage sans se renier. Avoir compris que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses trophées, mais à sa capacité de rester debout quand tout s'effondre autour de lui. Aujourd'hui, son regard n'a plus l'éclat naïf d'autrefois, mais une profondeur que seule la douleur peut creuser. Et vous, qu'en pensez-vous? Que vaut une carrière si l'on y perd son âme? Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous pour découvrir d'autres destins hors du commun, là où la gloire rencontre l'ombre, et où chaque vérité dérangeante finit toujours par éclater au grand jour.